Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour pour certains et bonsoir pour d'autres. Vous êtes sur Teler TV, votre chaîne de formation préférée. Je suis Dr Clément Ikapi, présentateur habituel de l'émission Merci Docteur, votre demi-heure de santé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler du diabète. Mais je ne peux pas vous parler du diabète sans avoir une pensée particulière pour un de mes maîtres, le docteur Dagobert Badinga Mupangu, paix à son âme, à qui je rends un hommage vibrant ce soir. Permettez aussi que je salue deux de mes aînés dans la profession médicale. J'ai cité les docteurs Paulin Kibeke et Évariste Buenizabila, tous deux endocrinologues, diabétologues à Brazzaville, et qui abattent un travail énorme dans la prise en charge et la vulgarisation du diabète dans les conditions de travail que nous connaissons tous. Soyez les bienvenus. Merci Docteur ne s'adresse pas aux professionnels de la santé, comme je le dis toujours, mais surtout à tout citoyen du monde qui s'intéresse à sa propre santé, celle de sa famille, de son entourage, et qui a un tantinet envie de savoir pour adapter son mode de vie. Le diabète, c'est 400 millions de cas dans le monde. C'est vraiment énorme, n'est-ce pas? 3 millions de cas en France. Chacun de nous connaît un diabétique ou a un diabétique dans sa famille. C'est quoi le diabète? En fait, cette émission aurait dû s'intituler Les diabètes. Vous comprendrez pourquoi dans la suite de l'émission. Comment se définit le diabète? En termes simples, on dira c'est une augmentation permanente du taux de sucre dans le sang. Le sucre, encore appelé glucose, son taux dans le sang s'appelle scientifiquement glycémie. On parle d'hyperglycémie quand le taux de sucre est élevé, d'hypoglycémie quand le taux de sucre dans le sang est bas. Enfin, normoglycémie quand le taux de sucre est normal, c'est-à-dire entre 0,8 et 1,2 g de sucre par litre de sang. En médecine, on définit le diabète comme une hyperglycémie chronique. Est considérée comme diabétique toute personne qui rentre dans les critères suivants. 1. Tout sujet à jeun, c'est-à-dire qui se lève le matin sans avoir mangé et qui présente une glycémie supérieure ou égale à 1,26 g de sucre par litre de sang à 2 moments distincts de la journée et qui ne présente effectivement aucun signe de diabète. La deuxième situation est considérée comme diabétique tout sujet ayant une glycémie supérieure ou égale à 2 g par litre de sang à n'importe quel moment de la journée. Vous avez bien compris que c'est un sujet qui n'est pas à jeun. Habituellement, il présente quelques signes. Voilà. Avant de voir les principaux types de diabète, voyons quel est le métabolisme du glucose. Comment le glucose pénètre dans le sang en situation normale. Les aliments, rappelons-le, sont composés des lipides, qui sont les graisses, des protéines, qui peuvent être animales ou végétales, et les glucides, qui sont les sucres et les féculents. Ce sont ces 3 macronutriments associés à l'oxygène qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps humain pour son fonctionnement. Le tout passe par l'intestin, donc par l'alimentation, puis rejoint la circulation sanguine par une absorption. Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente inévitablement. Les glucides, donc les sucres, sont alors transformés en glucose. Il faut le retenir.
le pancréas, qui est un organe accessoire du système digestif, situé derrière l'estomac, lui détecte l'augmentation des sucres dans le sang, donc la glycémie. À partir de certaines cellules spécialisées du pancréas qu'on appelle les cellules bêta, qui sont regroupées en amas, il sécrète une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline fonctionne comme une clé. Elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme, particulièrement dans le muscle, dans le tissu adipeux, qui sont les cellules graisseuses, et dans le foie, où il va être transformé d'abord et stocké sous forme de graisse. Ainsi, le glucose qui était en excès dans la circulation sanguine diminue et la glycémie baisse ou se normalise. Mais le corps humain est tellement bien fait que l'insuline dans le pancréas n'est pas la seule hormone. L'insuline est l'hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire quand la glycémie est trop élevée dans la circulation. Mais le pancréas sécrète aussi une autre hormone qu'on appelle le glucagon, qui, lui, permet de libérer le glucose qui a été stocké, comme ce que je viens de vous dire, en dehors de l'EPA, c'est-à-dire quand on a besoin du sucre, c'est le glucagon qui permet donc à ce sucre de se libérer là où il a été stocké, je vous l'avais dit, muscles, tissus graisseux et le foie, l'heure d'une baisse énergétique, d'un stress ou d'une baisse de glycémie. C'est une hormone hyperglycémiante. C'est l'équilibre de ces deux hormones qui permet l'équilibre de la glycémie dans notre organisme. Mais dans le cas de diabète, le système est déréglé, il ne fonctionne plus exactement comme ça. Juste une petite parenthèse. Les cellules nerveuses sont les cellules qui sont les plus avides de l'oxygène dans l'organisme. Oxygène et sucre. Dans ce sens que la moindre baisse d'oxygène d'une part et ou du sucre dans l'organisme entraîne une souffrance en premier et très rapidement les cellules nerveuses qui meurent. Je ferme la parenthèse. Combien a-t-il de types de diabète? Rappelez-vous, tout au début, j'avais souhaité que l'émission s'intitulât Les diabètes plutôt que de dire le diabète. Parce qu'il y a plusieurs types de diabète qui sont le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel, c'est-à-dire la femme enceinte, le diabète insipide, le diabète qu'on appelle MODY, M-O-D-Y. C'est simplement pour vous montrer le type de diabète. Ne retenez pas tout ça, parce que pour notre exposé, nous ne parlerons que de deux types de diabète, c'est-à-dire les diabètes dits sucrés, c'est-à-dire diabète de type 1 et le diabète de type 2. Les autres diabètes ne sont pas appelés des diabètes sucrés parce qu'à l'origine, les médecins goûtaient les urines des patients diabétiques et trouvaient que les patients ayant le diabète de type 1 ou 2 avaient des urines sucrées, d'où le terme de diabète sucré. Commencez donc par le diabète de type 1. Appelé diabète insulinodépendant ou diabète maigre ou encore diabète juvénile, il présente 5% de cas de diabète. C'est un diabète qui survient brutalement chez les enfants et les jeunes adultes qui grandissent et vieillissent avec la maladie. C'est une maladie dite auto-immune, c'est-à-dire, alors que les globules blancs, particulièrement les lymphocytes T, qui sont les militaires de l'organisme, sont physiologiquement prévus pour lutter contre les cellules infectées, à savoir les virus, les bactéries par exemple, pour des raisons
non encore connu, qu'on ignore à ce jour, ces lymphocytes s'attaquent brutalement aux cellules du pancréas qui produisent de l'insuline, les cellules bêta. Ces cellules sont appelées cellules bêta des îlots de Langerhans. Ce n'est pas la peine de retenir ça, retenons cellules bêta du pancréas. Il s'ensuit donc une insuffisance, voire une quasi-absence de production d'insuline qui, je vous l'avais dit, est l'hormone hypoglycémiante de principe. Ainsi, le patient reste dans un état d'hyperglycémie chronique. Dans ce cas de figure, vous vous imaginez bien que le seul traitement, c'est l'apport extérieur de l'insuline synthétique, habituellement par voie injectable, puisque l'insuline n'existe pas en comprimé. Il n'y a que la voie injectable. Quels sont les signes du diabète de type 1? L'hyperglycémie, on a vu, augmentation de taux de sucre dans le sang. Présence de sucre dans les urines, c'est la glycosurie. Cette présence de sucre dans les urines s'accompagne d'une émission d'urine fréquente et abondante, c'est la polyurie. Cette perte de liquide provoque une soif intense, le patient boit donc beaucoup d'eau, c'est la polydipsie. Le fait que le sucre n'arrive pas dans les cellules, l'organisme en réclame et le patient mange beaucoup, c'est la polyphagie. Mais il reste maigre. Attention, cette polyphagie est à distinguer de la boulimie qui, elle, a une origine psychologique. Retenons donc, quand un enfant ou un jeune adolescent boit beaucoup, urine beaucoup, mange beaucoup, ne prend pas de poids et est souvent fatigué, ne pas hésiter de lui faire une glycémie, ça peut être là la découverte d'un diabète de type 1. Le diabète de type 2 maintenant, encore appelé diabète non insulinodépendant ou non insulino-requérant, se retrouve chez près de 90% des diabétiques. Il intéresse les sujets adultes autour de 45-50 ans et plus, d'apparition très progressive. Il peut s'écouler 5 à 10 années entre l'hyperglycémie et l'apparition des premiers signes, d'où l'intérêt des dépistages diabétiques. Dans ce type de diabète, à l'interrogatoire, on trouve souvent une mauvaise hygiène de vie, une sédentarité, absence de sport et une notion d'hérédité. Souvent, quand on recherche bien, un des parents a été diabétique non insulinodépendant. Ce diabète est appelé diabète gras parce que les sujets sont souvent en surpoids, parfois hypertendus et souvent gros fumeurs aussi. Ici, par contre, le pancréas fonctionne normalement. Les cellules bêta sont en bonne santé, ils sécrètent de l'insuline, mais cette insuline n'agit plus sur sa cible ou sur ses cibles, que sont les cellules du foie, les muscles et les adipocytes, c'est-à-dire les graisses, je l'avais dit. On parle donc d'une insensibilité ou une résistance à l'insuline. À ce niveau, les signes sont les mêmes que dans le diabète de type 1, à savoir polyurie, urine abondante et fréquente, polydipsie, soif intense, donc on boit beaucoup, polyphagie, un sujet qui mange beaucoup, une asthénie, donc une fatigue extrême, mais ici s'ajoutent les troubles de la vision, des infections récurrentes et les difficultés de cicatrisation, surtout aux membres inférieurs. Remarquez que ces deux types de diabète, qui font partie du groupe des diabètes appelés sucrés, n'ont pas les mêmes causes. Pour le diabète de type 1, nous l'avons dit, je répète, la cause, c'est le pancréas qui est détruit par les propres cellules de notre organisme et s'attaque au pancréas, ce qui entraîne une absence de production de l'insuline et le glucose
que nous ingérons par l'alimentation reste dans le sang dans la mesure où la clé qui est l'insuline n'arrive plus à ouvrir la porte de cellules pour faire rentrer le glucose. Le glucose traîne donc à l'extérieur, donc dans le sang, à l'extérieur de la cellule, d'où une hyperglycémie constatée. De l'autre côté, dans le diabète de type 2, le pancréas est bien fonctionnel, la sécrétion de l'insuline est intacte, mais la clé ne rentre plus dans la serrure, qui est la cellule, pour ouvrir la porte et faire rentrer les glucoses. Et là encore, la conséquence est la même, c'est le glucose traîne dans le sang, d'où une hyperglycémie. Ici, le pancréas continue à sécréter l'insuline par un phénomène de feedback, croyant que c'est l'insuline qui est insuffisant, et il finit par s'épuiser et ne sécrète plus l'insuline. La deuxième différence entre ces deux insulines, c'est que l'insuline de type 1 intéresse les adolescents et les jeunes enfants. L'apparition est brutale. L'enfant est en bonne santé au départ. Le diabète de type 2, sujet mûr, après la cinquantaine, on trouve quelques jeunes diabétiques, c'est vrai, mais souvent des sujets âgés. L'apparition de ce type de diabète est très progressive, très lente. Je l'ai dit, 5 à 10 ans pour diagnostiquer un diabète non insulinodépendant. D'où l'intérêt du dépistage, j'insiste là-dessus, du dépistage, des campagnes de dépistage du diabète. C'est très important. Alors, quel que soit le type de diabète sucré, qu'il soit le type 1 ou le type 2, les conséquences et les signes sont à peu près les mêmes. Retenons donc les 3 P. Polyurie, polyphagie, polydipsie, c'est-à-dire on urine beaucoup, on boit beaucoup et on mange beaucoup. Polyurie, polydipsie, polyphagie. Ça, c'est très, très important. Retenez donc ces 3 P. Paradoxalement, on est toujours fatigué. C'est en résumé à ce stade ce qu'on peut retenir. Quelles sont alors les conséquences du diabète sucré quand tout ne se passe pas bien? En d'autres termes, quelles sont les complications d'un diabète qui est mal suivi? Nous avons 2 complications aiguës. Il s'agit du coma hyperglycémique et du coma hypoglycémique. Le coma hyperglycémique est souvent dû à une infection intercurrente qui vient perturber le traitement d'un diabétique sur un diabète qui était déjà mal équilibré. Habituellement, c'est ce cas-là. Il s'agit d'une urgence médicale car le patient doit être pris en charge dans un service de réanimation ou de soins intensifs. Fort heureusement, ce genre de complications se rencontrent de moins en moins, surtout dans les pays développés. La mortalité est souvent liée à la comorbidité, l'hypertension et d'autres problèmes que traîne le malade. Mais dans les pays sous-développés, dans les autres petits pays, le manque de plateau technique peut poser des problèmes de décès. Le coma hypoglycémique, c'est un coma grave, habituellement dû à une erreur thérapeutique. D'où l'intérêt de bien comprendre la pathologie et savoir détecter les premiers signes de l'hypoglycémie. Mais dans la majorité des cas, vous savez, les diabétiques savent très bien distinguer les signes, détecter les signes d'une hypoglycémie ou d'une hyperglycémie. Pour une hypoglycémie, un morceau de sucre pour 20 kg de poids est recommandé quand le patient est encore conscient. Dans d'autres situations, c'est la réanimation. Les autres complications sont celles qui sont liées
au fait que c'est une pathologie évolutive. L'hyperglycémie chronique peut abîmer tous les organes du corps, mais il y a des organes qui sont plus à risque que d'autres. De haut en bas, nous allons citer le cerveau dans la tête, les yeux, les dents, le cœur, les reins, les pieds, les vaisseaux et les nerfs, surtout au niveau des extrémités des pieds et des doigts de pied. Au niveau du cerveau, c'est les AVC, sujet que nous avions déjà traité sur cette chaîne. Au niveau des yeux, c'est la rétine qui est atteinte habituellement. On peut aller jusqu'à la cécité, donc on peut devenir aveugle. Au niveau des dents, c'est des caries et des infections intercurrentes. Le cœur, c'est les infarctus. Au niveau de rein, c'est les insuffisances rénales et les infections urinaires. Les insuffisances rénales qui imposent des dialyses à vie ou de transplantation rénale quand on a un plateau technique performant, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos pays. Le rein, qui est un filtre très efficace, devient un véritable passoire et fait passer même le glucose. C'est ainsi qu'on parle. On dit que les urines deviennent sucrées. En situation de glycémie normale, le rein ne fait jamais passer le glucose. Toujours dans les complications du diabète, au niveau des vaisseaux, on peut avoir des inflammations des vaisseaux qu'on appelle les artérites et des atteintes nerveuses qu'on appelle des neuropathies diabétiques. Les AVC, les infarctus du myocarde et les artérites font partie de ce qu'on appelle les macroangiopathies diabétiques. Alors que les atteintes de la rétine, du rein et des extrémités des pieds font partie de ce qu'on appelle les microangiopathies diabétiques. Macroangiopathie veut dire atteinte des gros vaisseaux de l'organisme. Microangiopathie, atteinte des tout petits vaisseaux de l'organisme, donc à l'extrémité. Une autre complication, c'est les neuropathies diabétiques. Les diabétiques ne sentent plus trop leurs jambes et comme la circulation est devenue très aléatoire au niveau des extrémités, les lésions cutanées dues à cette mauvaise circulation peuvent entraîner des plaies au niveau des membres inférieurs, surtout au niveau des doigts, avec des risques fréquents d'amputation des doigts ou des pieds chez les diabétiques. À propos des plaies chroniques chez les diabétiques, combien de fois on n'a pas entendu les gens accuser les pauvres diabétiques d'un certain âge de sorciers parce qu'ils ont des plaies chroniques qui ne guérissent jamais. Je voulais ici tordre le cou à ce genre d'idées et dire que ces plaies sont la conséquence logique d'une complication vasculo-nerveuse chez un diabétique mal équilibré. Rien de sorcier. Et enfin, une autre complication particulière, c'est l'impuissance sexuelle. Fort heureusement, nous avons des moyens aujourd'hui pour éviter ces complications. C'est donc les traitements. À notre disposition, nous avons 3 leviers d'action. Les médicaments, l'exercice physique et l'alimentation. Sur les médicaments, je ne vais pas trop m'attarder pour éviter l'automédication, mais sachez que pour le diabète de type 1, le seul traitement, c'est l'insuline qui se prend par injection, par stylo ou par une pompe. Il n'existe pas d'insuline par comprimé, donc il faut accepter de se piquer. Il y a plusieurs types d'insuline, je n'insiste pas dessus, et insuline lente, insuline rapide, bref. Deuxième levier d'action, c'est l'activité physique. Pour le diabète de type 2, remarquez que les médicaments ne sont pas obligatoires. C'est pour ça qu'on doit insister sur l'activité physique et l'alimentation. C'est ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Le médicament ne s'utilise dans le diabète de type 2 que si les objectifs glycémiques ne sont pas atteints. Alors, l'activité physique. Le praticien doit s'adapter au patient. C'est du cas par cas. Il n'y a pas un sport dédié.
Le patient doit s'adapter, doit choisir un sport adapté à ses capacités. En fait, tout ce qui peut faire bouger le corps, la marche, la course à pied, le vélo, la natation, que sais-je, sont tous des activités physiques demandant aux muscles de produire de l'énergie. Pour cela, le muscle va utiliser le glucose qui traîne. Le glucose va rentrer dans les cellules sans utiliser ce que j'ai appelé la clé des cellules. La conséquence, c'est que la glycémie va baisser sans avoir besoin des médicaments. Voilà. Le dernier levier, le troisième, c'est le régime alimentaire. On peut manger de tout, mais attention, il faut garder une alimentation équilibrée. Mais pour éviter les sensations de faim, un petit conseil, il faut manger des sucres lents, riz, pain, lentilles, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de petits pois, de haricots. Préférez préparer avec de l'huile que du beurre. Privilégiez le poisson à la viande. Limiter ou éliminer tout ce qu'on appelle soda et la charcuterie. Et surtout les produits transformés. En cas de difficulté, allez voir un diététicien. En résumé, le traitement antidiabétique, 3 points. Médicaments, activité physique, régime alimentaire. Tant qu'on respecte les deux derniers, on peut réduire drastiquement la prise de médicaments dans le diabète de type 1 et ne presque plus prendre de médicaments dans le diabète de type 2. En cas de difficulté, ne pas hésiter de faire partie de plusieurs associations antidiabétiques qui existent ou des groupes de conseil. Comment surveille-t-on le diabète? Très important. Il s'agit de surveillance biologique et clinique. Au niveau de la surveillance biologique, il s'agit des glycémies quotidiennes, j'allais dire pluriquotidiennes, surtout chez le patient sous insuline. Il s'agit de la goutte de sang qu'on dépose sur une bandelette de façon à le lire dans un glucomètre. Il y a aussi la surveillance de l'hémoglobine glyquée, que je ne vous ai pas parlé parce que c'est compliqué. Bref, c'est tous les 3 mois qu'il faut le faire. Dans tous les cas, praticiens et patients doivent se donner des objectifs de glycémie et d'hémoglobine glyquée. Le patient doit tenir un carnet dans lequel il doit noter tous ses résultats dans une courbe et visible chaque fois qu'il vient voir le praticien. D'autres examens biologiques peuvent être faits mensuellement pour surveiller le foie, les reins, le taux de graisse, les examens d'urine et de façon annuelle, un diabétique doit faire un suivi de tous les organes que nous avons cités susceptibles d'être abîmés par les complications du diabète, à savoir le neurologue pour les AVC, on a vu, et les neuropathies, le cardiologue pour le cœur et les vaisseaux, ça aussi on en a parlé, le néphrologue, très très important pour les reins, le dentiste pour les infections dentaires, les ophtalmos pour la vue et le diététicien pour équilibrer l'alimentation et donc son diabète. Vous constatez qu'il s'agit donc d'une prise en charge véritablement pluridisciplinaire et optimale, qui est une des précautions nécessaires pour éviter les complications dévastatrices du diabète. Les autres complications, c'est l'éducation thérapeutique, individuelle, en groupe ou en association, chapeautée par un professionnel de santé. Les campagnes de dépistage sont là aussi une façon de prévenir les complications du diabète. Un petit mot sur le jeûne intermittent, continu ou religieux, qui devient de plus en plus à la mode dans nos contrées. Et certains confèrent à ce jeûne des vertus thérapeutiques. Il n'en est rien. Il n'existe aucune étude sérieuse qui confirme les vertus thérapeutiques du jeûne alimentaire. Cependant, ça peut être dangereux pour les patients qui utilisent l'insuline
ou des sulfamides hypoglycémiants, je ne vous en ai pas parlé exprès, qui est un médicament qu'on donne pour les diabétiques de type 2. Si on envisage de faire un jeûne, ce qui n'est pas interdit, mieux vaut en discuter avec son médecin avant, plutôt qu'avec son pasteur. Je arrête par là. Donc, diabète, maladie chronique qu'on sait soigner, qu'on ne sait pas encore guérir. Le but du traitement, c'est de maîtriser la maladie et éviter le plus possible les complications. Il n'existe pas de traitement miracle pour l'instant. Faisons attention à des vendeurs de rêves. Le diabète sucré de type 1 et de type 2 sont tous deux caractérisés par une hyperglycémie à jeun, glycosurie et polyurie, entraînant une polydipsie, je vous l'ai dit. Malgré leurs signes communs, ils ont des origines distinctes. De type 1, c'est une maladie auto-immune, destruction des cellules bêta de Langerhans du pancréas. Sans ces cellules, on ne peut pas produire l'insuline. Le diabète de type 2, lui, c'est l'apparition d'une insulinorésistance. L'insuline est bien produite, mais ne peut plus passer dans les cellules. Dans les deux cas, augmentation de la glycémie, ce qui peut traîner des graves complications vasculaires. L'hyperglycémie chronique détruit les vaisseaux sanguins, donc les angiopathies. Les traitements des diabètes sucrés, bon équilibre glycémique. Le diabète de type 1, insulinothérapie. Le diabète de type 2, c'est des mesures hygiéno-diététiques et des médicaments hypoglycémiants autres que l'insuline. En conclusion, je vous dirais que malgré la médecine qui progresse, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien, mais qu'on ne sait pas encore guérir. Le diabétique doit tous les jours se surveiller et garder des bonnes habitudes alimentaires et une activité physique, prendre régulièrement ses médicaments. On dit souvent que le diabétique, c'était malade en bonne santé, dans ce sens que s'il respecte bien ses consignes, il vivra tout aussi longtemps et tout aussi heureux qu'une personne saine. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de m'avoir suivi. J'espère vous avoir été utile sur ce sujet et sur bien d'autres. Mes remerciements à toute l'équipe qui m'accompagne pour faire de cette émission votre émission préférée. Je vous dis au revoir, chers internautes, et à la prochaine émission. Mais entre-temps, prenez soin de vous. Merci.